Vous avez vu le changement de style, hein. Parce que Ketia vous a parlé en lisant son smartphone. Et moi, j'ai les bons vieux papiers de la grande de l'ancien temps. Merci beaucoup, bonjour. Et merci d'être là, d'avoir choisi de nous écouter ce matin. Il nous est demandé d'échanger sur la place des femmes dans les médias. D'un côté, leur place au sein de l'organisation rédactionnelle, au sein de leur rédaction. De l'autre côté, leur présence dans les différentes productions à la télévision, à la radio, dans la presse écrite. Je ne me sens pas très bien. C'est trop confortable. En fait, il faut vraiment se mettre sur la colonne vertébrale et non se choir dans le fond. Donc, il nous est demandé de discuter ce matin sur la place des femmes dans les médias. D'un côté, leur place au sein de l'organisation rédactionnelle et de l'autre côté, leur présence dans les différentes productions, à la télévision, à la radio, la presse écrite et les médias web, etc. Alors, plus de femmes dans les médias, c'est oui, la réponse est oui, mais quelle est leur place? Quelle place est-ce qu'elles occupent? On dit souvent grand patron de presse. Est-ce qu'il y a des grandes patronnes de presse dans les pays où vous êtes originaire, par exemple du Ghana, de la Tunisie? Karim aussi nous dira tout à l'heure si au Canada ou les pays dans lesquels il travaille, on trouve ces profils au sommet de la hiérarchie de management. On va aussi se poser des questions sur la place où est-ce qu'on est aujourd'hui en fait dans les parités au niveau de nos rédactions. Est-ce que le métier du journalisme lui-même parvient à faire une juste place aux professionnels de l'information? Si oui, on dit tous bravo et on en parle. Sinon, qu'est-ce qui bloque encore? Alors, est-ce qu'il y a aussi plus de sujets de reportage, plus de femmes, j'allais dire, dans les sujets de reportage? La question, ou la réponse même, c'est oui. Mais est-ce qu'on les trouve au rang d'expertes, ou elles sont toujours encore victimes, ou est-ce qu'elles sont encore toujours des témoins? Nous allons tout d'abord nous appuyer sur des expériences individuelles de nos invités. Nous allons voir s'il faut désormais mettre en place des couvertures éditoriales, calculettes en main. Est-ce que vous calculez les passages des femmes pour équilibrer le temps de parole homme-femme dans les reportages? Donc, Abigail Larbi, vous êtes du Ghana, vous êtes journaliste, directrice des programmes médias Bonne Gouvernance et Démocratie au MFWA, c'est le Media Foundation of West Africa, c'est la fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest. Lorraine Provost, vous êtes directrice adjointe de Libération, quotidien national français, qui fête ses 50 ans, je crois, cette année, c'est ça, hein? C'est ça, ouais, 50 ans. Merci, c'est gentil. Gézia Nouma, vous êtes fondatrice de Leila Média. Leila Média. De la Tunisie, vous allez nous en parler tout à l'heure. C'est une initiative, j'allais dire, très réjouissante. Ah oui. Et Karim, un homme perdu parmi les femmes, d'ailleurs, il n'est pas là. Je pense qu'il va nous rejoindre tout à l'heure. On va démarrer par une bonne nouvelle. Moi, je l'appelle une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle vient de la France. C'est le pays qui nous accueille. C'est aussi le pays où votre journal est édité. C'est que depuis un certain nombre d'années, depuis 2015, le CSA, qui est le Conseil national supérieur de l'audiovisuel, a mis en place un monitoring. On a remarqué que presque 41%, je trouve que le chiffre était vraiment énorme, parce que la perception que moi j'avais de la présence des femmes dans les sujets, c'était beaucoup plus bas. Donc il y a une question de perception et de la réalité. Donc je trouve que les chiffres parlent beaucoup. Et donc on va commencer par un petit tour de table. Vraiment la première question. Est-ce que c'est important, ou en quoi est-ce que c'est important de compter? J'ai entendu une femme dire la dernière fois, lors d'une émission à la télévision, que compter les femmes, ça leur donne la place de compter dans la société. Je trouve que c'est vraiment une bonne formulation. Alors, on va se jeter à l'eau. Bon, c'est vous, Lorraine, qui vous jetez à l'eau. Allez, c'est parti. Je suis très d'accord avec la personne que vous avez entendu dire que compter, c'était se rendre compte de la place qu'on mérite et de la place qu'on a. On est souvent choqué quand, dans une rédaction, on demande aux journalistes qui font l'information, aux photographes, aux dirigeants d'un média de compter. La première réaction, c'est souvent on est choqué, mais pourquoi on compterait? C'est évident qu'on est super bon, que c'est paritaire, etc. Et puis on dit quand même, maintenant on va compter. Et ensuite les gens sont surpris
Ils sont mal à l'aise parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas meilleurs dans un média pourtant qui défend souvent la cause des femmes et la parité. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas meilleurs que la société au global et qu'ils ont finalement les mêmes chiffres que partout dans la société et des scores, des chiffres de parité qui sont loin d'être atteints. Et donc, dans la rédaction où je travaille, en 2019, il y a eu un gros comptage. Je dirais pas, j'étais pas encore là. Moi, j'ai rejoint Libération en 2021, mais on m'a rapporté qu'il y avait eu que ça avait été assez houleux dans certains services. Mais en revanche, on a fait ce travail-là qui est assez douloureux de compter et des services où on s'est rendu compte à la fois de la place des femmes qu'on interviewait, de la place des femmes qu'on allait chercher en tant que journaliste, à qui on donnait la parole, était en deçà. On travaille à faire monter ces chiffres. On s'est également rendu compte qu'il y avait une grande disparité dans l'emploi des femmes. Il y a par exemple le monde de la photographie. Libération, c'est un journal où la photographie est très importante. On s'est rendu compte, on le savait, mais là ça permettait de montrer ces réalités très clairement, que la photographie était très masculine, la photographie de presse était très très masculine, et donc il y a eu tout un travail d'aller chercher des femmes photographes. C'est pas la réalité de la profession, il y en a pas beaucoup, donc il fallait vraiment aller les chercher, parce qu'elles postulaient pas, donc il fallait vraiment aller chercher leur travail, leur dire qu'elles étaient légitimes pour postuler et aller travailler avec elles pour les faire monter en compétences et pour qu'elles viennent devenir photographes de presse pour Libération. On a imposé des quotas. Sur, par exemple, Libération, on est très connu pour la dernière page, la DER de Libé, où c'est un portrait. Et donc, tous les jours, on a un homme ou une femme. C'est très simple, c'est vraiment tous les jours. Donc, en fait, c'était peut-être la partie du journal où on pouvait dire, OK, les portraits de Libération, 50-50, c'était non négociable. Donc, c'est un travail. Parfois, on a 3 jours d'affilée un homme, et là, tout le monde est là. Ça fait 3 hommes en portrait. Tout le monde le remarque dans la rédaction. Toutes les semaines, on liste les portraits et tout le monde est là. OK, c'est bon, la parité est respectée. Voilà, il faut compter. Et c'est très important de le faire. Et encore aujourd'hui, il y a quelques jours, en préparant cette table ronde, ça m'a permis d'aller refaire un petit tour sur les contenus qu'on produit et de me rendre compte, d'aller voir le directeur artistique et lui dire, écoute, sur la une, je trouve qu'on n'a pas mis beaucoup de femmes, je te le dis. Et donc demain, il y aura une femme à la une de Libération parce que justement, il faut des piqûres de rappel, il faut compter. Et je pense qu'on en parlera, Sophie, mais dès qu'il y a une crise, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit la crise Covid, on perd tous ces réflexes parce qu'on se retrouve à gérer de l'urgence. Et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'autres pays qui sont représentés dans cette conférence. On perd les bons réflexes et on oublie très rapidement nos objectifs de parité, nos objectifs de diversité. Et voilà. Et donc, on a une politique RH aussi pour faire on en parlera, mais une rédaction qui soit paritaire avec des quotas, des chiffres vraiment et des objectifs à atteindre. Il faut veiller sans cesse, en fait. C'est ça, il ne faut jamais relâcher. Abigail, même question pour vous. Mesurer, compter pour que les femmes comptent. Hello. Yeah, you go. Okay, so thank you. Hello, everybody. Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est important que nous comptions les femmes dans les médias, et pas simplement en termes de chiffres, de quantité, mais également le rôle qu'elles jouent au sein des médias. Elles ne sont pas simplement les hôtes, les reporters, mais également les sources, les personnes qui sont interviewées, les expertes, et qui font également partie du personnel au sein de la rédaction du média. Ça nous donne une idée ensuite de la manière dont on peut équilibrer les récits, la composition du média. Et c'est important également parce que les médias jouent un rôle critique quand il s'agit de faire évoluer la démocratie, de l'améliorer en Afrique occidentale ou au Ghana. Au Ghana, par exemple, on se rend compte que de nombreuses femmes rentrent dans la profession aux premiers échelons, et ensuite le défi, c'est de voir comment est-ce qu'elles peuvent avoir accès à des postes de direction. Et on voit que de nombreuses abandonnent pour diverses raisons, y compris d'autres responsabilités sociales qui ont tendance à les écarter de ces postes. Donc oui, on les compte, oui, on fait ce suivi. Et en tant que société, nous observons nos progrès sur la question de l'égalité des sexes. Et
Et c'est comme ça que l'on peut voir ce que nous faisons bien et de moins bien. Les médias renforcent les stéréotypes, formulent ces contextes. Et si on ne fait pas ce travail conscient de mettre les femmes dans les médias, de leur permettre d'accéder aux médias, eh bien, les conversations que l'on retrouvera dans les médias auront le prisme masculin. C'est important que nous fassions cet exercice de compter, en effet. Pourquoi est-ce que c'est important de compter, voilà, pour rendre visible, on l'a vu, pour mesurer les écarts, les avancées, et pour vous? Merci beaucoup, Sophie. Je suis très contente d'être avec vous. Je vais parler en arabe, donc. Ah, ouais. Donc bonjour à tous. Je suis très contente de me retrouver ici parmi vous, parmi toute cette diversité. Nous avons parlé l'anglais, nous avons parlé en français, maintenant nous allons parler en arabe. Cette diversité est très importante. CFI nous accorde cette opportunité et nous vous en remercions. Donc, compter la femme dans les mass médias est très important. En Tunisie, la Tunisie fait partie des pays arabes qui, comme ça, globalement, il apparaît que nous défendons la femme d'une manière générale. Néanmoins, dans le domaine de la presse, dès lors que nous évoquons le rôle de la femme dans les médias, est très important. Le rôle ou l'existence de différences entre les hommes et les femmes, nous voyons que, en apparence, il y a une certaine diversité entre l'homme et la femme, mais il est très important que la femme soit représentée davantage et qu'elle soit également leader ou leaduse dans le domaine de l'information. En Tunisie, par exemple, tout ce qui concerne l'égalité des sexes ou les difficultés entre les femmes et les hommes, ce sont des problématiques que nous rencontrons chaque jour. Donc, il est très important que la femme ait ou joue des rôles plus importants, et notamment en tant que leaduse dans les mass médias, et en tant que directrice également des mass médias. Dire quelle est la genèse de ce média que vous avez créé, Leila Média. Quelle est l'intention qui se cache derrière? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui constitue la locomotive de Leila Média? Leila Média. Leila Média, donc, est quelque chose d'innovant en Tunisie. Elle faisait partie d'un programme auquel on avait participé avec CFI. Pour nous, ce fut un grand défi. Et pour moi, le fait de créer un tel média, parce qu'en fait, nous avons porté ce projet avec CFI, et Leila Média est un moyen d'information pour les femmes au sud de la Tunisie. Dans le Maghreb, dès qu'on dit en fait Leila Média, cela signifie que la femme, en fait, Leila veut dire que la femme a une certaine importance. Et pour nous, ce fut une grande opportunité pour nous. Et pour moi, créer donc ce média était quelque chose d'important. Après 12 années d'expérimentation en matière de médias ou je voulais donc encourager ce projet pour les femmes, qui vise les femmes et qui est fait pour les femmes. Compter, puisqu'il faut compter. Tout à l'heure, je vous présentais comme étant à la tête de la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest, qui couvre en fait une dizaine de pays. On peut dire ça d'une manière très schématique, que ça va un peu du Sénégal jusqu'au Nigeria, une dizaine de pays en Afrique. Est-ce qu'il y a des bons élèves en matière de travail sur la parité des sujets que l'on voit dans les médias? Est-ce qu'on peut dire les choses d'une manière claire? Est-ce qu'on peut voir d'une manière visible le travail qui est fait dans les médias de ces dizaines de pays?
Okay, so I think that Je pense que ce qu'on constate, c'est qu'il y a des progrès majeurs effectués en termes de participation des femmes dans les médias et à améliorer la présence des femmes dans les différentes catégories de médias. Les données sont plutôt limitées. On n'a pas vraiment d'études comparatives sur est-ce que le Ghana s'en sort mieux que le Burkina Faso mieux que le Sénégal. Mais quand on parle de leadership des femmes dans les médias, on prend en compte un contexte plus large d'égalité des sexes dans le pays. Par exemple, au Ghana, il n'y a toujours pas de loi sur la discrimination positive. Nous voyons qu'il y a quelques améliorations, mais même le chiffre recommandé de 30% en politique par les Nations Unies n'est pas encore appliqué. Donc, on voit cependant des progrès, on observe cela et c'est ce qui est important. Et c'est ce que l'on doit également célébrer, continuer à suivre cela, à mettre en avant ces questions-là pour qu'il y ait de plus en plus de femmes dans ces espaces. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est mesurable? Parce que pour nous, c'était encore un peu flou. C'est quoi le progrès? On est parti d'où pour arriver à quoi aujourd'hui? Eh bien, pour l'instant, la Fondation des médias pour l'Afrique occidentale, en 2014, nous avons fait un suivi des opinions exprimées par les femmes. Nous l'avons fait donc en 2014, puis ensuite en 2021. Les expertes du Ghana l'ont également fait et on a vu quelques améliorations, mais c'était très minime. Et on a observé cela dans les milieux universitaires. On voit à quel point les femmes voulaient davantage être impliquées dans le journalisme, mais on n'a pas pu observer également que les femmes pouvaient avoir accès à des postes plus élevés et faire face aux inégalités systémiques. On peut faire ce suivi, on peut voir des progrès. Ils sont minimes, mais ils existent bien. Et je lisais le rapport sur les écarts de genre et en 2023, on en sera à 68,4%. Et la suggestion du rapport, c'est que nous aurons besoin de plus de 100 années, 131 années pour atteindre la cible d'égalité des genres. Donc on va continuer à faire le suivi de ces progrès, même s'ils sont minimes, et nous allons le partager au sein de la société. Comment est-ce que, en tant que société, on peut partager ces chiffres et que les médias, la situation dans les médias font également ce travail? Il y a peu de femmes qui partagent leur point de vue dans les médias. Et quand il s'agit de politique, de discours public, on se rend compte que ces politiques sont élaborées en suivant le point de vue masculin. Représentation des femmes dans les sujets des reportages, est-ce qu'elles sont expertes, est-ce qu'elles sont victimes? Tout à l'heure, vous avez partagé l'expérience à Libération et on a vu les avancées, on a vu que votre rédaction a instauré systématiquement cette couverture paritaire des sujets. Est-ce que la donne, est-ce que désormais dans les rédactions, ça doit être une règle ou une contrainte? Est-ce que cette manière de fonctionner doit devenir une contrainte pour que les choses avancent? Qu'est-ce que vous pensez? Je pose le problème. Règle, en laissant les choses venir, ou contrainte pour que les choses avancent? Je pense un objectif déjà partagé, déjà avoir tout le monde aligné sur ça, et ensuite voilà, une contrainte parce qu'il faut que ça passe aussi par les leaders, la direction qui aussi impose ça en disant non, c'est pas possible. J'ai donné l'exemple des portraits, mais ce qui est très difficile quand on fait du journalisme, c'est qu'on dépend de l'actualité. Tout à l'heure, j'ai parlé des portraits, j'ai parlé de la une. Ce sont des choses sur lesquelles nous, journalistes, direction de la rédaction et autres chefs de service, on a la main. On peut décider de mettre telle ou telle personne. En revanche, quand on couvre les réalités,
on reflète la société. Et la société, donc on reflète le patriarcat, on reflète les inégalités systémiques. Quand on parle de crimes autres, ce sont souvent, très majoritairement, des hommes qui violent, des hommes qui sont à la tête des grandes entreprises. Quand on couvre la politique, on couvre un système où c'est inégal. On a des hommes politiques toujours en une de notre journal. Dès qu'on peut se faire une femme en une de Libé, parce qu'on a Sophie Binet qui prend la tête du syndicat CGT, on la met en une. Oui, ok, dès qu'on a une femme scientifique qui parle du climat, qui a un propos fort, bien sûr, on saisit cette opportunité, on la met en une, mais ces opportunités, elles manquent. Et ça, c'est pas vraiment tout de suite nous qui pouvons changer ça. Donc, je suis pour de la contrainte et des objectifs là où on a la main. Ensuite, on est un média et on reflète une société qui est inégalitaire. À nous de changer les récits là où on peut le faire pour que ça soit sur le futur plus égalitaire. Mais malheureusement, nous ne sommes pas seuls. Il faut qu'on soit rejoints par le reste de la société, sinon on ne va pas y arriver. Très bien. Jessie Anouma, est-ce que la règle doit être une règle, j'allais dire, douce, qui va rentrer dans les habitudes, on laisse le temps au temps, ça peut durer un siècle si on laisse le temps au temps, ou est-ce qu'il faut des contraintes? Qu'est-ce que vous en pensez? أكيد جدا. Il est clair que nous faisons face à un réel défi tel qu'a dit Laura, pour changer justement. Nous devons défendre la femme, que ce soit sa présence dans les médias ou nous, en tant que journalistes, nous devons donc défendre la présence de la femme et la diversité aussi. Nous devons défendre donc la femme et la présence de la femme dans nos travaux médiatiques. Laura, vous avez parlé des portraits. Nous travaillons, par exemple, nous publions donc des histoires de réussite, la présence aussi de la femme. Et je voudrais juste revenir sur les Nations Unies. Lorsque nous fêtons la journée de la femme, annuellement ou d'une année à l'autre, donnent des chiffres. Les chiffres qui sont donnés, par exemple, représentent la présence de la femme dans la société ou dans la politique. Et pour cela, nous, en tant que journalistes et représentateurs des médias, nous sommes ici, nous faisons face vraiment à un défi réel pour rééquilibrer l'équation. Nous, par le biais de nos politiques éditoriales, mais aussi c'est un réel défi, ça reste un défi et nous devons défendre la présence de la femme et cette question précisément. Merci beaucoup, Kezia. Abigail? I honestly think Je pense qu'on ne devrait pas laisser libre cours à cela, que laisser le temps au temps. En 2014-2015, nous avons impliqué un certain nombre de directeurs, un certain nombre de directions de radio dans la programmation. Et elle continue à nous dire, c'est pas quelque chose à laquelle nous réfléchissons. Si un producteur veut mettre sur pied un programme, on se demande si cela pourra être écouté en direct. On ne pense pas à la place des femmes. Cette question de conscience, si on le laisse entre les mains de chaque personne, cela prendra beaucoup de temps. Nous devons voir ce qu'on peut faire en termes pratiques, en termes de cadre politique. Par exemple, si on veut acquérir des licences au sein d'organisations médiatiques, c'est là que l'on peut intervenir en termes de critères. Les documents qui sont soumis, des preuves que les femmes sont incluses dans votre conseil administratif, dans votre équipe éditoriale. Si on peut commencer par ça et avoir des organes de réglementation qui font ce suivi, on pourra voir que les directions médiatiques s'aligneront là-dessus. Et sinon, si c'est selon leur bonne volonté, alors ce qui importera, ce sera les gains et pas la place de la femme ou des hommes. Si on veut être le reflet de ce qui se passe dans la société, oui,
il faut des politiques. Au niveau de l'éducation également, il y a eu beaucoup de progrès sur la place des femmes, l'égalité au niveau pratique, au niveau de l'éducation, mais c'est ensuite un problème dans la pratique. Il doit y avoir une sorte d'orientation pour que cela ait lieu, ensuite que cela ensuite soit mis en place. L'importance d'avoir des femmes dans les discours publics, d'avoir des espaces pour les femmes dans les médias, pour que ensuite, dans la pratique, il n'y ait pas de statu quo, mais que cela soit mis en œuvre. Récemment, nous avons lancé le rapport sur le statut des femmes. Le rapport a montré que de nombreuses organisations médiatiques n'avaient même pas de politique en place sur ces sujets, sur le nombre de femmes qui doivent pouvoir s'exprimer, qui doivent faire partie des sources interviewées en tant qu'expertes. Donc non, on ne devrait pas laisser le temps au temps. Nous devrions en effet faire ce suivi et avoir des politiques en place. Les paroles féminines, expertes ou non, restent globalement quand même moins présentes dans les médias que celles des hommes. Et ça, vous l'avez dit tout à l'heure, Lorraine, c'est-à-dire que nos médias reflètent l'organisation de notre société. Donc il y a un problème quelque part. Si en 2023, on a ce débat, ça veut dire qu'il faut aller travailler sur quelque chose ailleurs. Il faut travailler sur quoi? Le patriarcat, vous l'avez dit, les stéréotypes, le combat et ailleurs. Ça viendra d'ailleurs et ça montrera, ça changera quelque chose dans les médias. Par exemple, je vais vous donner un exemple sur les expertes. Vous parliez de comment on va chercher des expertes. En France, on a un outil que je trouve intéressant à partager parce qu'il pourrait inspirer d'autres. On a une plateforme qui s'appelle lesexperts.infr. Et tout journaliste peut se créer un compte gratuitement pour avoir accès à une liste d'expertes. Pourquoi les créatrices des expertes se sont battues pour ce site et pour avoir des soutiens, des fonds pour que ça continue? Parce qu'on voyait que dans les médias, le plus simple, c'est on cherche les experts sur un sujet. Ah ben oui, on regarde les autres articles, mais comme ils ont été faits par des hommes et qu'ils ont interviewé des hommes, c'est plus facile d'aller interviewer un homme. Donc à un moment donné, il fallait renouveler le panel d'expertes. Et donc il y a des femmes qui sont proactives, qui vont dire moi, je lève la main, je suis experte de ce sujet, je suis prête à venir en plateau, etc. Mais il y a des femmes qui ne se... parce que inégalité, syndrome de l'impostrice, beaucoup connaissent peut-être ici dans la salle ce fléau-là. Je ne sens pas... Oui. Allez-y, c'est ça. Je ne me sens pas légitime pour intervenir. Typiquement, on contacte une femme qui a fait une thèse sur un sujet. Elle me dit toujours, quand on lui demande vous êtes la personne que je voudrais interviewer sur ce sujet, elle dit mais non, mais demandez à mon directeur de thèse, il connaît beaucoup mieux ça que moi. Alors qu'elle l'a fait, c'est elle qui a fait la thèse. Donc ça, c'est un fléau. C'est terrible, c'est un mécanisme psychique. Et donc, en fait, plombe. Mais exactement. Donc il faut aller les chercher, les identifier. Donc ça, il existe des plateformes. Je vous invite à essayer de créer les vôtres. C'est un outil formidable, ou à partager des tableurs Excel de données de femmes expertes dans vos médias. C'est un vrai plus et ça aide tout le monde. Ensuite, il faut aller les aider à prendre confiance et c'est un travail de malade. Et aussi, pourquoi les femmes sont moins interviewées, interviennent moins, c'est parce qu'elles ont aussi à charge, et ça encore une fois, merci le système patriarcal pour ça. On a la charge mentale, la charge domestique souvent, et ensuite à la fin de sa journée de travail, comme souvent la femme rentre chez elle et commence sa deuxième, voire sa troisième journée, et donc elle n'a pas le loisir d'aller sur BFM TV, France 24 pour faire une interview. Et ça, c'est une réalité. Et souvent on dit désolé, j'ai pas le temps, je dois aller chercher mes enfants à l'école. Il faut trouver aussi. Et ça, c'est un système global qu'il faut casser. Et il faut vraiment aller chercher les femmes. Et dans mon ancienne rédaction où je travaillais avant, j'avais fait un appel aux femmes expertes pour leur dire écoutez, il faut qu'on y aille. À un moment donné, il faut qu'on dise oui. Et moi, je me suis posée comme défi personnel d'arrêter de dire non quand on me sollicite. Alors j'ai toujours une bonne excuse pour pas y aller. Là ce matin, j'avais mon travail aussi. J'ai dû m'organiser différemment. C'est mon mari qui a amené mon fils à l'école. Enfin voilà, on a dû s'organiser différemment. Mais sinon j'ai trop d'excuses personnelles et professionnelles pour dire non. Et à ça s'ajoute aussi le fait qu'il y a aussi
des écarts salariaux qui font que on n'a pas le temps de travailler gratuitement pour donner de l'expertise, voilà, parce que les femmes sont moins bien payées. Donc il y a aussi l'écart salarial. Enfin bon, on pourrait y passer 2 heures, mais il faut œuvrer sur ça. Et je pense, voilà, ce côté femmes expertes, les identifier, aller les chercher et se rendre compte globalement que ça ne suffit pas de juste avoir des bonnes volontés. Il faut vraiment avoir une politique volontariste là-dessus. Oui, c'est très intéressant. Mais en même temps, je me disais que nous, les journalistes, on est dans un confort. C'est que quand on a un expert, on tient l'expert. On ne veut pas se défaire de l'expert, on ne veut pas aller chercher, on ne fait aucun effort pour changer notre répertoire. On a un bon client, c'est pour la vie. Donc il y a des expertes, elles existent, c'est pour ça qu'il y a ces sites-là. Les expertes sont ici, les expertes francophones. Je crois que les sites se multiplient de plus en plus. Abigail, votre point de vue sur ce qu'on vient de dire, changer la société pour que les choses changent au niveau des médias. En effet, il me semble que lorsque la société change, les choses vont changer dans les médias. Le grand défi, c'est d'attendre le changement de la société parce que ça ne va pas se produire bientôt. En attendant un changement collectif, il est important de prendre de petits pas. Et il en a parlé. Les femmes elles-mêmes doivent se sentir capables de faire des choses. Quand une femme doit parler des médias ou autres, il s'agit également non seulement de ses compétences, mais à quoi elle ressemble. Parce que vous savez, on juge les gens et les femmes vont réfléchir à ça. Mais la femme doit également arriver au niveau où elle pourrait être compétente pour participer à ces débats. Je me souviens, en 2015, il a fallu qu'on mette au point une liste d'experts pour les médias et dire qu'une femme spécialisée en physique ou en sciences ou en robotique, là, voilà, pour leur permettre de comprendre que les femmes sont disponibles. Ce faisant, on va permettre à ces femmes de prendre conscience du fait que les médias vont essayer de les joindre. Je dis souvent que si les médias vous contactent et vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas. Parce que on doit également projeter l'expertise, les compétences d'une femme. Ce n'est pas parce que les médias vous appellent que vous devez y participer si vous n'êtes pas préparé. Parfois, les sociétés sont les sociétés comprennent les hommes s'ils font une erreur, alors que si une femme fait une erreur, on en parle. Donc, c'est important d'avoir une liste d'expertes, mais il ne faut pas attendre que la société change avant de commencer à avoir des changements au niveau des médias. C'est une expérience qui nous inspire énormément. En fait, ce qu'a dit ma collègue est quelque chose de très important, à savoir qu'il faudrait qu'il y ait une plateforme qui nous donnerait une idée sur les expertes. Et j'espère que nous allons pouvoir réaliser cela en Tunisie et échanger avec nos collègues journalistes en Tunisie. La présence de la femme experte, en fait, ce qui existe dans le monde arabe et dans le monde des médias du monde arabe, lorsque nous parlons, par exemple, des experts au niveau de la télévision ou de la radio, nous considérons qu'il y a 75% des hommes qui sont des experts. Et ceci est vraiment étrange. Nous souhaiterions, en fait, arriver à une certaine parité. Et cela, donc, est de la responsabilité des journalistes et des médias. Nous devons défendre avec force la présence des expertes dans le domaine des médias, sans oublier en fait qu'il y a une responsabilité au niveau des journalistes. Et je pense que aussi la société est responsable. Lorsqu'on nous parle de stéréotypes, ceci existe effectivement. Lorsqu'il y a par exemple un politicien ou un intellectuel qui parle, nous le considérons, mais nous sommes tout à fait convaincus qu'il y a des femmes qui sont susceptibles et capables de suivre la même voie. Et je crois que cela incombe en premier lieu aux médias et à la présence de la femme dans les médias.
et pour donc casser cette image, ce stéréotype. Une réflexion. Nous sommes en train de parler de la visibilité des femmes dans les médias, inviter les femmes expertes pour qu'elles donnent leur point de vue sur leurs compétences, leur métier. Mais il y a aussi une dimension philosophique je pense, au fait qu'on écoute les femmes. Écouter les femmes, c'est pas juste les écouter en tant que femmes, c'est aussi leur vision du monde. Elles représentent quelque chose dans ce monde, la manière dont elles pensent le monde. Donc il y a cette dimension-là qui doit, à mon avis, accompagner le fait d'avoir des femmes, d'écouter les femmes dans leurs compétences. Qu'est-ce que vous en pensez? Je jette la question. On ne peut être que d'accord. Hein. J'ai aucune objection à ça. Ça rejoint quelque chose sur le fait qu'il y a aller chercher des femmes, parler d'elles, mais il y a aussi le fait que les informations soient écrites par des femmes, que les angles journalistiques soient choisis par des femmes. On fera un traitement différent. Pas plus tard qu'hier, donc nous on a un service international dont on traite énormément du conflit en Ukraine, et avec des journalistes femmes de ce service-là, on parlait des femmes dans l'armée ukrainienne et de leur manque d'équipement et de produits sanitaires. Je pense qu'un homme n'aurait jamais pensé aux serviettes périodiques pour les femmes dans l'armée ukrainienne. Et alors que c'est une réalité sanitaire importante pour des femmes sur le terrain. C'est un exemple que j'ai hier, mais il y a un regard sur les angles, il y a une sensibilité sur certaines choses. C'est des points de vue, mais ça vaut pour toute personne diverse, pour toute diversité dans une rédaction, pas seulement féminin, sur les questions LGBTQI, plus sur les questions de genre, les questions de diversité ethnique. Enfin voilà, tout ça, tous ces regards-là sont hyper importants dans un média pour représenter la société dont on parle. Donc voilà ce que vous dites, Sophie, sur les femmes, bien sûr, j'y souscris à fond. Oui, alors vous êtes pratico-pratique, moi je vais dans la grande philosophie, mais en fait c'est super. Moi, je suis très pragmatique. Je suis très pragmatique. C'est pour ça que je suis à la direction d'une rédaction, je suis pragmatique. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de ma question? L'idée, enfin les femmes, d'accord, les femmes compétentes, les femmes expertes, ah oui. Mais en même temps, on dit, je crois, c'est dans le monde arabe qu'on dit que la femme est la moitié du ciel, de Dieu, non? Donc, elles apportent quelque chose à l'univers, à la société, à l'univers, non? Akid. Certainement, oui. En fait, je suis tout à fait d'accord. À titre d'exemple, je vais vous parler mon expérience personnelle et l'expérience des médias. En choisissant la femme dans les médias et le rôle de la femme dans les médias, ceci est extrêmement important. Et il faudrait donc attirer donc le téléspectateur, par exemple, à cause de la voix et également de la joliesse. Mais il faudrait penser à autre chose également. Il faudrait penser que la femme est compétente et qu'elle peut être présente de par sa personnalité. Donc, que la femme soit belle, qu'elle ait une belle voix, qu'elle soit bien habillée, ceci est très important. Mais nous avons également, par ailleurs, la personnalité de la femme qui a un rôle à jouer au sein de la société. Nous pouvons donc changer les stéréotypes et mettre l'accent sur le rôle de la femme dans le monde des médias. Très bien. Cela dit, je pense que s'il y a plus de femmes expertes dans le paysage médiatique, il y aura plus de femmes qui parleront des différentes questions qui se posent à nous tous. Au Ghana, on parle de la dette et de l'aide du FMI et on se demande pourquoi est-ce qu'on n'entend pas les voix des femmes dans ces discours sur le Fonds monétaire international et qu'est-ce qu'on fait pour elles. Mais les femmes sont là. Et si on les écoute, on entendra ce qu'elles ont à dire sur comment ces problèmes affectent les femmes directement. Il faut partager notre expérience dans le discours politique et pour tout. Pas simplement la mode, les femmes et la santé reproductive, mais il s'agit également de l'économie et de la politique. Donc, plus on aura d'expertes, de femmes expertes, plus les femmes pourront parler de différents sujets
plus on va entendre leur vision des problématiques. En attendant, les femmes vont rester dans des silos en parlant des questions habituelles pour les femmes. Il faut s'ouvrir et avoir plus de femmes qui en parlent. C'est également une question de fixer un cadre. Si on ne le fait pas, on ne va négliger la perspective des femmes, la réalité vécue des femmes dans le discours national, dans le grand débat. Il faut ouvrir l'espace pour avoir plus de femmes qui participent à ce débat en apportant leur expérience. On a fait le constat que les choses changent, on a vu les voies, par où aller. Vous nous avez parlé tout à l'heure des politiques, pas seulement volontaires, mais volontaristes. Il faut carrément, en fait, des politiques, j'allais dire offensives, presque combinatoires, hein, pour que les choses changent. On a parlé de ça au niveau éditorial, mais qu'en est-il à présent du niveau managérial? On va aller dans les étages pour voir ce qui s'y passe. On va commencer par chez nous, j'allais dire, on va commencer par chez vous. Qu'est-ce qui se passe dans les niveaux? Alors, vous êtes directrice oui, de je la rédaction. Directrice adjointe, donc une équipe comme Libération, on est 220 journalistes et équipes, managers, etc. Moi, je suis numéro 3 de Libération. On est 3 femmes directrices adjointes. Au-dessus de moi, il y a un directeur de la rédaction, un directeur délégué. Donc, il y a 2 hommes au-dessus. Il n'y a jamais eu de femmes directrices au plus haut échelon de Libération. Pourquoi pas un jour, hein. Mais là pour l'instant on a fêté nos 50 ans, j'ai fait une table ronde avec les 4 directeurs de Libération, tous des hommes, mais j'étais intervieweuse, voilà, parce qu'il fallait des femmes quand même dans cette table ronde, mais donc la top hiérarchie ça va mieux, on compte, hein. Moi je suis venue avec une petite fichette aussi, Sophie vous n'êtes pas seule, parce que les chiffres c'est pas mon truc, on était sur les directrices et rédactrices en chef, on était 33% de femmes en 2019, et grâce à la politique d'embauche et vraiment volontariste, comme je l'ai dit, on est passé à 45% de femmes en 2023. Donc on se rapproche de ces 50%. La chefferie, ensuite, intermédiaire, les chefs de service, les chefs 2FE. Là, on est au-delà de la parité. On a 64% de femmes chefs de service. C'était le cas en 2019 et c'est toujours le cas en 2023, ce qui vient compenser un échelon en dessous, les chefs de service adjoints, où là, on était un peu en dessous, on était à 46%, et là, on est à 49%, enfin voilà, ça compense un petit peu. Mais donc voilà, on tend à l'objectif du journal, et c'est vraiment une politique RH affichée qui compte pour tout, c'est la parité des effectifs du journal d'ici fin 2024, donc on y est presque, et dans chaque service, à l'intérieur des services, d'ici 2025. Donc voilà, ça demande de faire des offres d'embauche, de ne pas aller chercher les copains, de ne pas aller chercher j'ai le directeur qui va dire j'ai un bon pote qui pourrait... Non, c'est appel d'offres, on reçoit des candidates et des candidats et on choisit, et si une femme quitte la chefferie, derrière on cherche une femme parce qu'il faut qu'on soit à égalité. Donc c'est pas facile à faire, les RH s'arrachent les cheveux, mais quand on veut, on peut et on y arrive. Donc il n'y a pas de raison que d'autres rédactions ne le fassent pas. Voilà. Ensuite, on a aussi une parité sur les salaires, c'est très important. Libération, c'est un journal un peu particulier, donc une longue tradition de journal de gauche. Et il y a quelque chose qui existe, c'est aussi on publie nos salaires. Nos salaires sont publics. Une fois par an, il y a tous les salaires des membres de la rédaction affichés dans la salle où il y a la machine à café. C'est très spécial. Voilà, il y a de moins en moins de gens qui le font parce que ça se perd un petit peu de dire ça. Mais ça sert à quoi? Ça sert à ça. Ça sert à lutter contre les écarts salariaux. Et en 2022, sur les augmentations qu'il y a eu des rattrapages salariaux de femmes qui étaient moins bien payées, qui savent qu'elles découvrent qu'elles sont moins bien payées que des collègues. Elles vont voir, elles disent Michel, il est payé comme ça, moi je suis payé comme ça, hop, égal. Et c'est de base, ça égalise. Et donc aujourd'hui, c'est une parité des augmentations annuelles et des corrections des écarts individuels. Donc ça, c'est une grosse politique aussi de l'entreprise. Je suis fière de travailler dans une entreprise comme ça, de médias, parce que c'est rare, hein, en France en général, mais dans les médias aussi, sachant que les médias roulent pas sur l'or. Donc c'est aussi, ce serait plus facile de dire on laisse les écarts salariaux. Ça coûterait moins cher aux dirigeants, à la direction générale, mais voilà, c'est comme ça, on fait ça. Et c'est très très important on peut pas écrire avoir cette politique sur l'égalité, la parité, le combat des femmes et pas le mener en interne. Sinon, on est en totale dissonance avec ce qu'on écrit et donc on essaie de faire aussi ça en politique interne. C'est génial. Alors,
ça marche très très bien, même dans le sommet de la hiérarchie des médias en France. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on cumule les grands médias, beaucoup de femmes, on ne demande pas d'analyser, hein, juste partager avec les invités qui sont là. Il n'y a pas beaucoup de femmes. France Télévisions. Ah oui, en audiovisuel. En audiovisuel. Audiovisuel, RFI aussi. RFI. Oui, France Média Monde, il y a beaucoup de femmes. Oui, dans audiovisuel, beaucoup plus de femmes à des postes de direction. En presse écrite quotidienne nationale, il y a Le Monde où il y a Caroline Monod qui est directrice de la rédaction mais qui veut partir, donc elle ne va plus y être. Donc, est-ce qu'ils arriveront à la remplacer par une femme? Je ne sais pas, mais c'est hyper important. Il y avait aussi des femmes avant, il y a Nathalie Nougared au Monde qui était en binôme. C'est intéressant de voir que souvent quand on nomme une femme au début quand même on met un binôme masculin, ça rassure. Donc il y avait Louis Dreyfus, ils étaient en binôme, donc il y a eu ça. En hebdo, il y a Cécile Prieur à l'Obs, mais voilà, c'est très rare encore des femmes à du top management de médias écrits, et je ne sais pas pourquoi, je pense que ça met plus longtemps à changer, mais c'est un levier d'action. Après, il faut des femmes qui ont envie de diriger un média, c'est tout ce qu'on disait sur se sentir légitime, avoir envie d'aller chercher ces postes-là, de management, s'attendre à aussi se prendre beaucoup de critiques, beaucoup de luttes sociales, prendre la parole en public, c'est compliqué, animer des réunions, animer des boards, aller sur de l'économie, enfin, c'est des choses qu'on n'apprend pas tant aux femmes dans des parcours, enfin on apprend trop peu, et, sociologiquement et à l'école, donc c'est vrai que derrière il faut aller former une nouvelle génération de leaders dans les médias, leaders femmes dans les médias. Et ça commence maintenant. J'espère. Moi, je donne des cours dans des écoles de journalisme et j'encourage les filles à ne pas seulement vouloir être journalistes et reporters, à aussi penser à des métiers de management dans les médias et de direction. C'est important. C'est comme ça qu'on changera les choses. Très bien, Abigail. Désir C'est très passionnant ce que vous avez dit, Laura. J'espère que nous pourrions un jour traduire cela sur le terrain dans les pays arabes. Par exemple, cette diversité et l'insistance de cette parité donc, existent uniquement dans des entreprises très très limitées. En Tunisie, je ne pense pas que cela existe non plus à une grande échelle. Donc, Laura, en vous écoutant, je me suis souvenue de ma propre expérience. J'ai été la première femme à créer un tel média dans le sud de la Tunisie et pour moi, j'ai des bases et des règles que je me dois de respecter, notamment donc je suis celle qui va défendre mes idées, mes idéaux à l'intérieur de mon entreprise et notamment cette question de la parité entre les sexes et notamment dans les différentes équipes. Dans le monde arabe, rarement nous rencontrons cela, et notamment en Tunisie, même si la Tunisie est connue pour défendre la place de la femme, mais en ce qui concerne les médias, c'est très rare. Ce que vous avez dit aussi, Laura, est très important. Le média doit donc construire ses politiques et notamment doit organiser son organisation hiérarchique interne. Elle doit la prévoir dans sa politique et notamment s'agissant des salaires. Tout cela est très passionnant ce que vous aviez dit et j'espère que nous pourrions nous aussi un jour vous écouter, vous entendre et pratiquer ce que vous avez réussi à traduire sur le terrain. Nous avons les capacités, nous avons aussi beaucoup de défis, mais nous avons la capacité de relever ces défis. Et ben voilà. Merci à toutes. Je vous propose de continuer l'échange, mais cette fois avec la salle, parce qu'il y a forcément des questions dans la salle. Absolument. On va faire circuler le micro. Je vois déjà que des mains se lèvent. Bah du coup, ouais, ok. Merci Samira. Et j'en profite pour remercier Julien. Ceux qui sont en ligne, parce qu'il y a aussi pas mal de questions et de réactions à ce que vous avez dit. Donc on va d'abord donner la parole à la salle et merci à tous ceux qui nous suivent en ligne. On va juste vous présenter poser vos questions et poser ensuite. la question. Voilà, présentez-vous rapidement et on peut poser les questions. Je vous en prie. Ok. My name is Maysoun. Je m'appelle Maysoun de la Palestine et une station de radio de femmes. C'était très inspirant, très intéressant. Mais un commentaire. Les médias devraient être un moteur pour un changement de mentalité. Sans ce changement de mentalité, rien ne se passera. Nous sommes dans un monde des hommes, à l'est et à l'ouest. Vous parlez du point de vue de la Tunisie, mais je pense que 41% des femmes dans
dans les médias ne sont pas à un poste élevé. On veut voir des femmes productrices de contenu, mais pas dans des postes inférieurs à ceux des hommes. Jusqu'à aujourd'hui, les médias restent dominés malheureusement par les hommes. Il faut de l'égalité. Donc ça, la masculinité donc et le besoin de changer la mentalité depuis l'enfance, pas quand ils deviennent journalistes, mais il faut commencer dès l'enfance. Merci beaucoup. Une question d'ici, on voit très mal parce qu'il y a... Oui, à côté, juste à côté, prenez la parole. Oui, merci, bonjour. Moi, je suis Abdourahmane Ousmane, je suis ancien président du réseau des instances africaines de régulation de la communication. C'est un réseau qui regroupe 35 instances africaines. Et je suis actuellement consultant pour CEFI dans le cadre du projet Afrique Kibarou. Je voulais juste partager l'expérience de notre réseau africain en matière de monitoring des médias. Nous avons développé une norme, mais qui prend en compte deux aspects importants du monitoring, notamment en ce qui concerne les femmes. Il y a l'aspect quantitatif, la place, le nombre de femmes dans les médias, mais il y a aussi l'aspect qualitatif. Quelle place les femmes dans les médias occupent? Est-ce qu'on peut avoir un nombre important de femmes dans les médias, mais à des fonctions de femmes de ménage, excusez-moi le terme, à des fonctions de secrétaire? Est-ce que c'est ça l'égalité? On a une égalité numérique, mais on n'a pas une égalité au niveau donc, qualitatif. Donc, il est important de mettre l'accent aussi. Il faut compter le nombre de femmes, mais il faut compter aussi ce que les femmes font dans les médias. Et ça rejoint la préoccupation soulevée par l'intervenante précédente. Au niveau des rédactions, qu'est-ce que les femmes font comme travail? Est-ce qu'elles s'occupent des émissions de cuisine, comme par exemple dans les médias audiovisuels? Est-ce qu'elles s'occupent des émissions des enfants? Et en tout cas, pour ce qui concerne l'Afrique, toutes les études ont démontré, comme l'a si bien conclu une sociologue sénégalaise, les médias africains sont des espaces masculins avec des présences féminines. Et c'est ça qu'il faut changer. Avant de prétendre changer la société, en tout cas pour le cas de l'Afrique, il faut d'abord changer les médias. Et c'est une fois qu'on aura changé nos médias en Afrique que les médias pourront contribuer à changer la société. Donc, en résumé, pour moi, le défi aujourd'hui, il est double. Il y a relever le défi de l'égalité dans les médias et relever le défi de l'égalité à travers les médias. Et j'aimerais bien savoir si vous avez des expériences sur ce deuxième aspect, comment relever aujourd'hui les défis de l'égalité homme-femme à travers les médias. Merci. Ça a été le sujet de discussion depuis le début, je crois. Nous, on a pensé ici que c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire, qu'il faut partir de la société pour aller vers les médias et non le contraire. Peut-être en même temps, peut-être en même temps, je ne sais pas. Est-ce qu'on a le temps de répondre? Est-ce que peut-être Abigail, votre point de vue? Ouais. Franchement, je pensais que nous avons parlé de ça. Au fond, comment assurer de la qualité dans les médias? Est-ce bien cela, monsieur? Avoir la qualité dans les médias. La qualité et la quantité, et la quantité. En effet, on cherche à avoir plus de femmes dans les médias, mais aussi du point de vue qualitatif. On en a parlé. Quel rôle jouent-elles? Sont-elles là simplement pour présenter? Donc, ce que vous dites, par exemple, concernant les 41% qu'on voit au bas de l'échelle. Quand on regarde en haut de l'échelle, il y en a moins, évidemment. Donc, la question se pose là, pour nous tous, pour être sûrs d'avoir les femmes sur le plan quantitatif, mais aussi les femmes ayant les compétences. La compétence est importante pour occuper des postes. C'est de ça que Laurent parlait. Quand elle parle en public, on essaie de promouvoir une prise de conscience parmi les femmes pour devenir pas simplement des journalistes ou reporters, mais c'est tout un parcours. Quand on rejoint la profession, il faut également se former sur d'autres compétences, de façon à ce que lorsque ces postes soient disponibles, les femmes puissent occuper certains de ces postes. L'image globale, par exemple,
nous pouvons estimer la présence. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'à peu près 70% du paysage médiatique est maîtrisé par les hommes. Nous devons donc, nous tous, œuvrer pour rééquilibrer cette équation. Tel que je l'avais dit également, chaque société doit travailler à partir de la cellule familiale. En éduquant les enfants, nous devons les éduquer sur ces valeurs pour créer justement un équilibre entre les deux sexes. En ce qui concerne ici, le sujet ne concerne pas uniquement les médias, mais aussi l'ensemble de la société. De mon expérience, je me souviens, j'ai commencé par une série, la série Laisse tomber. Et cette série, nous avions fait un zoom sur les femmes qui avaient réalisé des succès dans différents domaines. J'avais réalisé des reportages sur des femmes, par exemple, expertes en équitation et qui avaient ouvert des centres d'équitation. J'avais aussi fait des reportages avec des femmes dans des domaines très masculins, et notamment en matière de fabrication ou de tout ce qui concerne la ferraille. Donc, nous devons prendre en considération cela, le rôle de la femme, et notamment ces femmes qui occupent des métiers habituellement masculins et non pas uniquement le rôle de la femme dans les masses médias. Et donc, tout cela est une des grandes responsabilités des médias qui doivent donc prendre en compte tous ces sujets. Encore quelques questions? On a le temps. Yes. Dernière question. On va juste relayer une dernière question, puis on fera les questions des internautes. J'avais une question. Je pense qu'il n'y a pas de femmes qui ont pris la parole encore, n'est-ce pas? Beaucoup de femmes ici. Parmi les participants. Je peux? Yes. Bonjour, je suis Idiatou Kamara. Je suis fondatrice et administratrice générale de Radio Environnement. Je viens de la République de Guinée. Je voudrais partager rapidement, avec votre permission, ce qui se passe dans mon pays. Quand on prend les sites Internet, puisqu'il faut compter, il y a plus de 200 titres de sites Internet. Et les femmes patronnes de presse, je n'en connais que 5. On se connaît presque tous. Les radios, il y a une 50aine de radios. 2 étaient dirigées par des femmes, mais ces femmes ne dirigent plus ces médias et ces médias n'existent plus. Les télévisions, il y en a 6. Aucune femme patronne de presse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que pour rejoindre un peu ce que vous avez dit, il faut que les femmes se fassent confiance et qu'elles veuillent aussi aller dans le sens de l'évolution parce que ce n'est pas pour être machiste ou féministe, les hommes ne laisseront jamais la place aux femmes. Hein. Très rares sont ceux qui accompagnent les femmes. Ils sont très rares. Donc, je pense que c'est aux femmes d'être ensemble, d'être solidaires, parce qu'on n'en a pas parlé suffisamment. Malheureusement, la triste réalité aussi, quand les femmes sont à la tête des organisations des médias, elles n'aident pas beaucoup les autres femmes. Nous, à Radio Environnement, on a une 20aine de collaborateurs et pratiquement la moitié, ce sont des femmes. On dira, oui, c'est difficile de travailler avec les femmes, elles ont trop de problèmes et tout ça. Mais on ne peut pas défendre, en tout cas moi, les droits des femmes et faire le contraire de ce qu'on veut faire. Il ne peut pas y avoir que des hommes dans mon média. Donc, pour terminer, moi, je pense que l'engagement revient plus aux femmes également, de pouvoir savoir ce qu'elles veulent et d'être la locomotive pour les autres femmes, pour les traîner. Il faut qu'on se fasse confiance parce que quelqu'un disait que le prince ne lâche que ce qu'on lui arrache. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Et je vous salue d'ailleurs, je me permets de vous saluer parce que le pouvoir, vous le prenez. Vous avez filmé votre intervention et c'est aussi en cela que c'est important. Vous parliez, Lorraine, de l'éducation. On a parlé hier beaucoup de l'éducation aux médias, mais c'est vrai qu'il faut former les jeunes filles à prendre leur place. Et c'était un débat fort intéressant, inspirant.
Est-ce que c'est les médias qui doivent changer la société ou la société qui doit changer les médias? Je pense que tout le monde a un rôle à jouer. Nous avons également, Julien, des questions. Des questions des internautes. On voulait en relayer 2 parce qu'on ne peut pas toutes les relayer naturellement. Donc merci de participer et n'hésitez pas à continuer de nous envoyer des questions. Peut-être tu peux donner la première, Samira? Oui, c'est une question d'Alexandra Landreux. Ne faut-il pas imposer ces évolutions par la loi? Attendre l'évolution des sociétés prendra un temps extrêmement long. Discrimination positive, et la question est posée. Oui, on a parlé de règles tout à l'heure, on a parlé de contraintes par la loi. Eh ben, en France, on a des aides aux médias qui sont données par l'État. Pour y prétendre, il y a un certain nombre de critères. Avoir des politiques paritaires en fait partie. Comme on peut aussi imposer des normes sur le traitement de l'environnement ou autre. C'est un levier important. Voilà. Ensuite, il n'y a pas de loi. Il y a des lois contre les discriminations. Il y a des systèmes, il y a des recours en justice, etc. Mais oui, moi je suis pour en effet que ça soit inscrit dans la loi et que on voit que ça fait bouger les médias qui n'auront pas encore bougé d'eux-mêmes. Enfin, il y a eu beaucoup de tentatives en France, notamment sur les minorités visibles également et sur la parité, mais beaucoup de médias, on le remarque, contournent les lois. Donc, est-ce que les lois suffisent? Tout dépend. Je pense qu'on rejoint encore le sujet sur à quel poste. C'est-à-dire, un média peut dire « Ah oui, non, mais pas de souci, nous, on est une rédaction diverse, mais en fait, toutes les personnes, les minorités visibles sont à des postes où on ne les voit pas, sur des développeurs web, ou des choses comme ça. C'est contourné. Donc oui, en effet, il faut aller chercher derrière, affiner, en fait, je pense. Et non, bien sûr que ça ne suffit pas. Moi, je pense que c'est un tout. On se dit médias, société, loi, etc. Moi, je pense qu'il faut y aller sur tout, sinon on n'avancera pas. On voit bien que vous l'avez très bien dit à l'instant, les hommes ne laisseront pas la place aussi facilement. Je pense qu'il faut attaquer sur tous les fronts, parce que sinon on n'avancera pas assez vite. On l'a dit aussi, on peut attendre un siècle, on ne sera plus là pour le voir, quoi. La loi? And I also think that un cadre politique national devrait permettre aux femmes d'occuper cet espace. Au Ghana, nous avons une politique d'égalité entre les sexes, et dans quelle mesure est-ce qu'on s'attaque aux questions dans les médias concernant le harcèlement ou les femmes leaders au niveau des médias. Donc, on a besoin d'un cadre politique pour renforcer les mesures. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait qu'il y ait des législatives et des lois, mais je pense qu'il y a une différence entre les pays européens, les pays développés et les pays en développement. Nous qui venons du tiers-monde, à titre d'exemple, en Tunisie, il y a Tunis donc a adopté un grand nombre de lois favorables à la femme, mais la mise en application n'est pas tout à fait évidente. Et nous, en tant que journalistes, il faudrait qu'on soit conscient de cela. Et en dépit de l'existence par exemple, des syndicats, des journalistes, il y a donc des journalistes qui défendent férocement tout cela. Mais malheureusement, nous nous confrontons à la réalité et nous devons effectivement défendre tous ces droits. S'il vous plaît, n'est-ce pas reproduire le système que d'essentialiser le traitement de l'information par une femme? Voilà, qui veut réagir à cette question qui nous est posée par B. Meyerson? C'est Lorraine. Défini, essentialisé. Défini, essentialisé. Je ne veux pas le définir, je vais reprendre la question, mais... Rends la question. Voilà, franchement, non, je peux pas te le faire en mode radio, là, c'est trop dur comme question. C'est une thèse de philo. Oui. Non, honestly, I didn't get the question. J'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez relire la question, s'il vous plaît? N'est-ce pas reproduire le système que d'essentialiser le traitement de l'information par une femme? C'est-à-dire que la personne considère que choisir le fait que ça soit une femme qui donne. Oui, en fait, reproduire le système, inverser le système. Oui, quand on sera à Paris, en fait, je pense que je répondrai à cette personne-là un peu cash, que quand on en sera là, on pourra se poser cette question. Mais là, en gros, il y a du travail à faire, quoi.
Oh, je vois la On n'y est pas encore, c'est ça. Il y a du travail avant de pouvoir se dire oh là là, on a donné à une femme. Je pense que voilà, on n'y est pas encore. C'est la peur que les choses ne changent. Et il y a un autre aspect qui est abordé par un autre internaute qui porte non pas sur la discrimination positive, mais sur le fait d'encourager la progression des carrières. Est-ce qu'il y a des politiques d'encouragement à la prise de responsabilité et de progression salariale? So it's one critical point I also. Oui, c'est également un point essentiel. On doit célébrer les modèles qui existent. Est-ce qu'il y a des institutions médiatiques ou dirigées par les femmes? Comment est-ce que ces institutions s'en sortent? On doit écrire ces articles, raconter ces histoires. Comment ces institutions fonctionnent? Que ça devienne des modèles, parce que c'est très intéressant ce que Lorraine dit sur la publication des salaires. Alors, nous ne faisons pas cela, mais si on avait ce genre de mesures en place, est-ce que ça nous aiderait? Est-ce qu'il y a des organisations médiatiques locales en Afrique occidentale, par exemple, qui mettent en place de telles initiatives? Il faut que l'on les mette en avant, qu'on célèbre leur succès. En Afrique du Sud, il y a de nombreuses femmes qui sont en position dans des postes éditorialistes, de direction, et je pense que l'on doit s'inspirer de cela. On doit se rendre en Afrique du Sud pour ensuite mettre en place ces modèles, parce que oui, on doit avoir ces conversations, avoir plus de femmes qui s'expriment, mais qu'est-ce que ça va changer chez nous après? And it's 11 o'clock. Thank you very much. Thank you, everyone. Abigail, merci Lorraine. Merci Kezia, merci beaucoup pour ces idées. Et merci Sophie. Pour ces paroles inspirantes. Merci à vous. À bientôt.